Teddy Patou, c'est un pseudo que j'ai gardé en radio en hommage à ma mère. Moi, je m'appelle Patrick Mekwibo Nana. Je suis né un 7 juin 1983, ça remonte à loin aujourd'hui. Et je suis né dans un quartier qu'on peut considérer comme étant faubourg de la ville de Douala. Je suis né dans des conditions assez difficiles, mais remplies d'amour en réalité. Je pense que l'amour de nos parents, de mes parents, ont complètement masqué la situation de précarité dans laquelle nous étions. Je pense que ma mère avait mis le voile sur la question matérielle pour plus privilégier la question relationnelle, la question intime. Et c'est dans cette ambiance-là que moi j'ai grandi. Vous écoutez Qissa Mghrebiya, un podcast Tassaout Média. Au Cameroun, 1, 2, 3 et fort. Au Cameroun, les sceaux de nos ancêtres. Dans mon adolescence, je suis allé à l'école très tôt. Je me souviens que j'avais même pas, je pense que je devais avoir 3 ans. Elle m'avait inscrit dans une petite école qui me revient encore aujourd'hui. Et chaque fois que je rentre au Cameroun, même si ça n'existe plus, j'y vais quand même pour me ressouvenir. Je me rappelle que j'y allais avec ma grande sœur. Et très rapidement, je m'adapte à l'école. Et très rapidement également, je comprends l'importance en réalité de l'éducation. Nous avons eu entre-temps beaucoup d'autres frères qui sont arrivés parce que je suis d'une fratrie de 7 quand même. Et dans les premiers pas de mon adolescence, je dois dire que c'est aussi de très très bons souvenirs. La première chose qui me marque dans les premiers pas de mon adolescence, parce que je me souviens que j'ai 14 ans, et on vient de lire les résultats du brevet, et tout le quartier exulte. Et je me souviens que quand on lit ces résultats, on n'a pas d'électricité à la maison, donc nous sommes obligés d'aller chez le voisin pour écouter sur un poste radio à pile. Et nous sommes tous concentrés à écouter, et dès que mon nom est cité, c'est tout le quartier qui directement se met à crier. Et je descends très rapidement la petite colline de la maison et je trouve ma mère. Je la vois juste devant cette petite porte avec sa petite lampe à la main. Je comprends qu'elle n'est pas dans la même ambiance que moi. Je comprends tout de suite que nous sommes complètement en déphasage sur les émotions que nous ressentons. Je lis plutôt dans ses yeux la tristesse. C'est pour ça que j'arrête de courir, parce que je suis en train de courir. Et c'est elle qui me prend dans ses bras et elle me dit félicitations d'une voix très timide pour elle qui est une femme qui, pour chaque occasion de réussite, exulte. Et elle me demande d'aller voir mon père qui est assis sur ce lit qu'il a fabriqué parce qu'il a un gros talent de bricoleur. Et elle me dit vas-y voir ton père assis sur le lit, il t'attend. J'ai 14 ans et je ne comprends pas pourquoi ma mère elle est en déphasage. Je viens d'avoir un brevet d'études, c'est tout le quartier qui est en train d'en parler. Et j'ai ma mère, elle, qui reste un tout petit peu stoïque. Et ça, je me pose la question de savoir ce qui est en train de se passer. Et à l'entrée de ma chambre, je vois mon père assis sur le lit, lui aussi le regard très triste qui est en train de m'attendre. Et je lui dis, papa, j'ai réussi mon examen. Et il me dit, j'ai échoué le mien. Et je me dis, purée, je ne comprends rien de ce qui est en train de se passer. Mon père me demande de venir, il m'invite à m'asseoir à côté de lui. Il me fait constater la situation de la maison, effectivement. C'était une maison qui, chaque jour, plongeait dans une précarité extrême. Il y avait beaucoup de difficultés. Pour lui, l'objectif était que je puisse écrire mon nom. Je puisse avoir 2 ou 3 phrases du français maintenant que c'est fait. Il faut absolument que je l'aide à tenir la maison parce que ça devient hyper compliqué. Donc, du haut de mes 14 ans, il fallait que je comprenne que je devais devenir un homme. Je suis le premier garçon. Et chez nous, dans notre tradition, le garçon, il doit être le responsable de la famille, le premier garçon. Et donc, je comprends très tôt que je devais être le responsable de cette famille et que ce que je savais faire le mieux, c'est-à-dire l'école, il fallait que je l'abandonne. C'était mon premier choc psychologique, tout jeune, 14 ans. C'est vrai que j'ai passé une nuit blanche à réfléchir, à me dire, du haut de mes 14 ans, je rêvais en réalité de faire une seconde C, une première D, une terminale D, baccalauréat, médecine et tout ça. Mais après, j'ai compris aussi qu'il y avait un choix à faire. Il y avait le choix entre ma famille, ma mère qui était complètement brisée par une maladie qu'elle a rongée depuis qu'elle est mariée, et mes frères et sœurs qui étaient là et qui étaient encore tout petits. Je monte voir un ami qui avait déjà abandonné l'école avant moi et qui vendait des plastiques pour emballage. Et donc, je vais le voir pour lui demander comment ça se passe. Et c'est lui qui m'indique comment est-ce que ça se passe sur les plastiques pour emballage. Quand je vais au marché 2 ou 3 fois, je me rends compte que je peux faire ce marché et aller à l'école en même temps. Et donc, je dis à ma mère, c'est impossible pour moi d'abandonner l'école. Je pense qu'il faut que j'y retourne parce que c'est ma place. J'ai vraiment envie de rêver. Je retourne au marché avec mon pote et je décide aussi de quitter la maison en ce moment-là parce que j'ai 15 ans. La chambre où je vais vivre est construite en briques de ciment. Et pour moi, c'était déjà une évolution. Et dans cette chambre, donc, j'ai décidé également de faire la seconde C. Je retourne donc au lycée. Et à chaque fois, je fais des pauses, 1 année. Et puis, je retourne pour la première. Je fais une pause 1 année. Je retourne
pour le baccalauréat. Et ça me permettait en fait déjà de pouvoir payer l'école de mes frères et mes sœurs. Ça permettait également qu'on puisse avoir de quoi manger. Et les week-ends également, je retournais au marché. C'est-à-dire que le vendredi, quand on sonnait la fin des cours, je n'avais que le temps d'aller changer ma tenue. Et puis voilà, j'étais reparti pour cette vente à la sauvette. Et donc c'était ça, l'adolescence. Mais je pense que c'était plutôt positif parce que c'était en même temps une éducation. Je pense que mon père était en train de m'ouvrir les portes de la maturité. Je suis allé jusqu'au baccalauréat D. C'est peut-être aussi là que ma vie a complètement basculé parce que mon année du baccalauréat, c'est l'année de l'aggravation du cancer de ma mère. Je me souviens de ce soir où, rentrant du marché, elle m'avait invité chez elle pour parler. J'étais arrivé dans sa chambre et sa paume de main dans la mienne pendant pratiquement une nuit. Elle m'a tout confié, elle m'a tout dit d'elle. Mais je ne savais pas que c'était un au revoir en réalité. Donc, je ne savais pas que c'était la dernière conversation que j'étais en train d'avoir avec elle. Ma mère ne m'avait jamais autant parlé. Il y avait certaines choses que je ne connaissais pas d'elle, de sa rencontre avec mon père, des choses qu'elle a vécues avec mon père qu'elle ne nous avait jamais dit. Et donc, c'était une confidence tellement profonde que j'étais peut-être un peu trop idiot pour ne pas comprendre que c'était des adieux de ma mère. Et donc là, c'était comme un choc pour moi parce que je me disais, j'ai échoué à guérir cette femme. J'ai échoué à trouver les moyens de l'amener à l'hôpital. J'ai échoué parce que tout ce que j'avais comme sous, il fallait l'amener chez un praticien qui l'a charcuté en longueur de journée. Et après ça, j'ai eu un sentiment d'échec. Parce que, voyez-vous, ma mère n'a rien vécu de bien dans cette vie, à part nous. Et je n'avais qu'un rêve, c'est de la voir guérir un matin. Et je crois que je lui promettais tout le temps de l'amener au restaurant quand j'aurais la possibilité de lui acheter des bijoux, quand j'aurais la possibilité de lui faire tout ce qu'il y avait un jeune garçon pouvait faire à sa mère. À part que le temps passait et je ne pouvais pas partager ce mal-là. Je viens d'entendre des choses et je viens aussi de me rendre compte de mon échec. Parce que même si je peux nourrir une famille, même si je peux payer 3 ou 4 cahiers pour mes frères, le centre de ma vie, elle est là, elle est en face de moi, c'est ma mère. C'est le centre de ma vie, c'est elle qui m'a tout donné en réalité. Et donc, si je ne peux pas y arriver, ça veut dire que j'ai échoué. Et c'est ce sentiment d'échec en réalité qui fait que je me lève un matin et je me dis, purée, toute cette précarité autour de moi, et j'en ai marre, et je n'ai plus envie de le voir. Vous avez une mère qui se désintègre chaque jour. C'est-à-dire que vous voyez faner une belle femme extraordinaire que vous voyez faner chaque jour que vous rentrez. Et ce jour, quand on a fini cette conversation, j'ai compris que je devais mourir avant qu'elle parce que je n'arrivais pas à supporter le mal qu'elle avait. Je savais que ma mère était à une phase où ça demandait une intervention rapide. Et voilà, je n'avais pas les moyens de cette intervention rapide, mon père non plus. Et donc, à ce moment, j'ai décidé de partir. Je suis sorti de là, je suis rentré dans cette petite chambre où j'avais mis une petite natte au sol où je vivais. Et j'ai compris à ce moment-là que je devais être lâche pour ma propre vie, pour ma propre santé mentale. Beaucoup parlent de mon identité professionnelle aujourd'hui. Et je leur dis, qu'est-ce que je gagnerais qui vaut le temps à passer avec une mère? Non, rien, puisque quand j'ai pris la route clandestine, pendant plus de 2 ans, je ne lui ai plus jamais parlé. Plus jamais de la vie, jusqu'à sa mort. Donc le départ du Cameroun n'était pas avec un objectif précis. Non. J'étais en train de fuir un marasme économique. J'étais en train de fuir une précarité extrême. J'étais aussi en train de fuir ma responsabilité en tant que grand frère dans une maison. Voilà pourquoi je parle de lâcheté. Parce que ma mère, elle, je pense que je n'aurais pas eu de sous, que peut-être ma présence pouvait suffire à lui donner un peu d'énergie. Et donc ce soir, j'ai décidé de prendre 2 petits pantalons que j'avais. Je les mets dans un petit sac, dans un petit plastique d'ailleurs que j'appelle sac. Je prends un baladeur Wave qu'une rencontre amoureuse m'avait donné pour cadeau d'anniversaire. Et c'est comme ça que je prends la route clandestine, avec les petites économies de 45 000 francs CFA, qui sont quoi, l'équivalent de 750 dirhams. La décision dans cette chambre ce jour-là, c'est de m'éloigner. C'est le plus important. D'ailleurs, que jusqu'à la gare routière, je ne sais pas où je vais. Et quand j'arrive dans cette gare routière, je suis partagé. Je me dis, est-ce que je vais au Gabon? Est-ce que je vais en Guinée équatoriale? Est-ce que... Et dans le questionnement, c'est comme ça que je me confie à quelqu'un que je rencontre à la gare et qui me dit, les gens passent
pour aller en Algérie. Après l'Algérie, c'est le Maroc. Après le Maroc, c'est l'Espagne. Et on me dit que quand on part du Cameroun, c'est le Nigeria, Niger, Algérie, Maroc, et voilà. Et pour moi, dans ma tête, c'est très facile. C'est quelque chose de pas du tout compliqué à faire, puisque on me cite les destinations, mais on ne m'explique pas en réalité comment faire pour arriver dans ces destinations-là. C'est comme ça que je m'engage sur cette route clandestine, en réalité. La réalité, elle est difficile, elle est crue d'ailleurs. Je disais aux gens, on prend du temps pour guérir de cette route. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas malades, ce sont ceux qui ne sont pas conscients, en réalité, qu'ils ont été touchés mentalement. Et il faut le dire aussi, personne ne part de gré. Parce que quitter sa terre, où le cordon ombilical a été enterré, quitter les personnes qu'on aime, les personnes avec qui on est fusionnel, et se lancer dans une aventure complètement ambiguë, comme ce que nous avons fait comme route, c'est une décision qui ne peut pas être volontairement prise. Et donc, je décide à cette gare routière de partir pour l'aventure. On me dit que je dois prendre un car pour Mamfé, qui est une ville camerounaise qui s'en rapproche du Nigeria. Je prends un car pour Mamfé, et c'est d'ailleurs à Mamfé que je vends mon baladeur Wave pour compléter les 45 000 francs CFA que j'avais sur moi. J'ai pratiquement 1500 dirhams, même pas, sur moi. On me dit qu'il faut arriver à Ekok. Ekok, c'est la ville frontière au Nigeria. Je rencontre à Mamfé déjà, des gens qui sont en train de partir. On se retrouve à Ekok. À Ekok, on s'organise en convoi pour partir au Nigeria. C'est ça aussi la route. On fait des rencontres et des séparations. C'est fait des rencontres et des séparations. Des gens qu'on rencontre pour très peu de temps et qui repartent le lendemain parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Et des gens avec qui on va faire la route pendant très longtemps. Et donc, quand je débarque à Ekok, que je traverse en marche, passant par la forêt pour arriver au Nigeria. Et quand je débarque à Ekok, j'ai plus de sous. J'ai plus rien du tout parce que les 1500 dirhams, j'ai été complètement arnaqué sur le petit tronçon partant du Cameroun. Donc, quand je suis arrivé au Nigeria, oui, j'avais plus de sous sur moi. Je vois les étables où on sent élever des moutons et tout ça. Et il y a des espaces à côté où on peut dormir. Et c'est là où je vais m'installer. Et je travaille comme plongeur dans un petit restaurant tourne d'eau pendant quasiment 4 mois pour avoir l'argent et continuer. Quand vous arrivez à Ikom, il vous faut arriver à Jos, qui est une ville nigérienne. Après Jos, vous arrivez à Kano. Et Kano, c'est la ville où s'organise le voyage pour arriver au Niger. Il y avait le propriétaire de l'étape qui s'appelle Igwe. Le premier jour qu'on se rencontre, il me crie dessus et je lui demande si je peux entretenir l'étable et puis dormir. C'est comme ça qu'il me l'accorde. Donc tous les matins, j'abreuvais ses bêtes, je nettoyais et puis voilà, j'avais le droit de revenir le soir dormir. Et j'ai passé 4 mois. Et ceux à qui il faut rendre hommage, c'est des gens que nous rencontrons. Parce que je dis toujours que la route clandestine, ce sont des rencontres. Ça ne réussit que quand on rencontre des bonnes personnes. Et j'ai eu cette chance, moi, particulièrement. J'insiste sur les personnes que nous rencontrons parce que vraiment, ils n'ont rien à gagner. Quand ils vous ouvrent les bras, c'est un amour pur. Cette femme qui m'accorde ce travail dans un restaurant, mais elle avait compris que j'étais dans le besoin. Elle avait compris que j'avais besoin d'elle à ce moment-là. Et elle me l'a accordé. Et c'était pareil pour Igwe qui m'accordait ce gîte parce qu'il avait toujours entretenu ses bêtes de la façon dont il le faisait. Donc, quand il me demande de dormir et d'entretenir ses bêtes, c'est parce qu'il comprend qu'en réalité, j'ai besoin d'un toit. Ça se définit encore clairement quand vous êtes sur la route clandestine. Comprenez, pour ce petit paysan que vous rencontrez, qui est sur la route des champs et qui comprend que vous êtes sur la route de l'espoir, vous, et qui vous demande d'attendre, d'aller chez lui, chercher des petits fruits, mettre dans un plastique. Vous donnez tant conscient du fait que vous êtes en train de partir et que vous êtes sur la route du voyage. Et après 4 mois et comme au Nigeria, j'avance jusqu'à Kano, la ville frontière au Niger. C'est la plateforme d'organisation de la route clandestine. Et à Kano, je commence à comprendre le poids psychologique de la route clandestine. Parce que vous commencez à toucher la réalité des gens qui échouent sur la route de l'exil. Comme cette fille licenciaire en lettres germaniques au Cameroun, mais qui est couchée sur une natte comme si elle avait perdu la tête. Parce qu'elle n'a plus l'argent. Elle est complètement désorientée. Et elle est couchée sur cette natte, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas reculer puisqu'elle n'a pas d'argent. Et donc à ce moment, il n'y a pas de solution qui s'offre à elle, donc elle est obligée de se coucher sur une natte à la merci de tous ces prédateurs sexuels aussi qui sont sur la route. Et c'est à ce moment que vous commencez à comprendre, en réalité, ce qui vous attend devant. Parce que la difficulté n'est pas au Nigeria. Vous commencez à côtoyer la difficulté, franchement, au fur et à mesure que vous avancez
justement vers le nord, vous côtoyez les difficultés. C'est très instable du côté du Niger. Et donc, quand moi je pars de Kano, j'ai juste la chance d'être confié au bon chauffeur. Et donc, quand vous tombez sur le bon chauffeur, donc celui, en réalité, entre guillemets, qui a des relations avec les gardes frontières de l'autre côté, vous avez beaucoup plus de chances de passer que peut-être celui qui n'a pas ces relations-là. Quand on arrive en car et qu'il y a un contrôle, je suis surpris qu'on me demande de rentrer dans la voiture et qu'on traverse. Donc, du coup, je suis aux Indes, mais encore là, je n'ai pas de sous. Et il faut travailler aux Indes, tandis qu'au Niger, qui à ce moment-là, dit-on, est le pays le plus pauvre du monde. Je dois y passer 7 mois de ma vie pour avoir 50 000 francs CFA. Je trouve un chantier où nous travaillons pour quasiment 500 francs CFA par jour. 50 000 francs CFA en dirhams, ça ne vaut pas 1000 dirhams. Pour avoir 1100 dirhams, je dois. Mais les 800 dirhams vous permettent d'arriver en Algérie. Un ghetto, c'est un petit endroit, c'est une maison abandonnée où vous avez des nattes que vous avez mis au sol et vous revenez chaque soir et vous rentrez avec vos collègues de la route. Vous vous retrouvez là-bas le soir et vous vous souvenez de vos histoires d'hier, de qui vous étiez, des hommes fiers que vous étiez et autres. C'est un mélange d'espoir et de déchirure. Je le dis, à chaque fois qu'on se souvient de sa famille, on comprend tout de suite qu'on reste dans l'emprisonnement de la tristesse. Vous vivez des conditions difficiles. Vous vous demandez, mais est-ce qu'il était important de partir? Parce que de toute façon, la souffrance ici, elle est encore pire que ce que j'avais de l'autre côté. Je pouvais sortir, aller faire la sauvette, gagner un peu de sous, rentrer, me coucher sur cette petite natte chez moi ou quoi que ce soit. Et là, depuis que je suis parti de là, je dors sur les cartons. Je dors dans les tables. Je vis quasiment avec les animaux. Malheureusement, sur la route de l'exil, les échecs ne se racontent pas beaucoup. Mais les réussites, par contre, si. Même si les réussites sont peu, mais les réussites se racontent beaucoup. Vous entendrez très souvent « Ah ouais, telle personne qui est passée ici, c'est bon, il est en Espagne. Telle autre personne, il est en Italie. Telle autre personne, il est en Allemagne. » Et ça, vous vous cramponnez sur cet espoir-là, que vous n'avez pas de choix que d'avancer, puisque c'est une sorte de piège à souris. Au fur et à mesure que vous avancez, ça se referme derrière vous. Les mêmes souffrances que vous avez eues pour arriver là, c'est les mêmes que vous aurez si vous décidez de rentrer. Et la déconnexion avec sa famille, c'est parfois fait exprès. On se déconnecte de cette famille pour, en fait, souffrir tout seul. Parce qu'après chaque coup de fil avec votre famille, si vous avez la chance d'avoir ce coup de fil, puisque vous n'avez pas les moyens, vous n'avez même pas de téléphone. Pour ceux qui ont gardé les numéros des téléphones, après chaque coup de fil, ils pleurent. Je n'ai parlé à personne, mais vraiment à personne, jusqu'en Algérie, que je communique avec ma sœur et quand j'apprends la mort de ma mère, par Internet. Je ne pouvais pas, je n'avais pas les moyens déjà de l'appeler et je pense que exprès, je me refusais de l'entendre, d'entendre ses souffrances au téléphone. Et je savais aussi quelque chose, c'était que les conditions que j'étais en train de vivre, il ne fallait pas les raconter à ma famille. Je savais que ça devait encore plus les affaiblir. Je suis en même temps en train de grandir et je sais que je m'éloigne peu à peu des miens et de ma terre. Et je le sais parce que après les 7 mois passés en Algérie, quand je dois affronter le désert, je le comprends encore plus que personne. Zender, c'est la première ville nigérienne quand vous sortez du Nigeria. Et quand vous travaillez, vous avez ces 50 000 francs CFA. Déjà, ça vous permet de payer Rainbow Voyage. Je ne sais pas si cette agence de voyage existe encore. Et je voudrais leur rendre hommage parce qu'ils m'avaient permis de dormir dans leur agence pendant quasiment, pendant 3 semaines avant de trouver le ghetto où étaient mes autres frères. Et il fallait payer 11 000 francs CFA à l'époque pour voyager jusqu'à Arlit, qui est cette fois-ci la ville qui s'ouvre au désert nigérien. Vous allez payer à 25 000 francs CFA à l'époque pour quand vous dépose en Algérie cette fois-ci, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider à traverser le désert. Le désert, c'est une histoire triste et encore une fois, je me souviens que le passeur qui vient nous chercher, il a déjà réuni pratiquement 14 à 16 personnes. Et nous avons une femme qui est très en forme et qui est très joviale. Elle est d'humeur contagieuse. Et je me souviens que le lendemain, quand on nous met dans la voiture pour le désert, cette étendue sablée vous raconte la plus triste histoire des voyageurs clandestins. Il y en a qui sont morts dans ce désert en position de prière. Donc nous sommes toujours en période de chaleur. La traversée de ce désert a été le moment le plus affligeant psychologiquement parce que vous comprenez comment vos semblables sont morts dans cette étendue sablée. Si vous êtes égaré dans le désert, il est impossible de vous retrouver.
quasiment impossible. Si vous avez un passeur qui est véreux, il vous abandonne et puis plein désert, il vous indique un mauvais chemin et il s'en va. À part qu'il sera très compliqué pour vous de retrouver le chemin, puisqu'ils n'arrivent pas à la frontière algérienne. Ils n'ont pas le droit d'arriver à la frontière algérienne. Donc ils restent à un parcours du désert et vous pointent l'Algérie du doigt. C'est à vous de marcher, et ça peut prendre un jour de marche, ça dépend de vos passeurs. Il y en a qui se rapprochent un peu plus. Nous, ça nous a pris une nuit et une demi-journée. Et cette jeune femme dont je vous parle, à un moment donné, elle ne tient plus à la marche. Et comme elle est consciente du fait que les gens meurent dans le désert, elle nous demande de l'étrangler. Elle est à genoux, vide dans les yeux. Elle se dit que c'est fini pour elle parce qu'elle n'arrive plus à marcher. Elle ne suit plus le groupe. Et puisque c'est un groupe qui n'arrive pas à s'arrêter, elle ne veut pas. Elle sait que toute seule là, son agonie sera longue. Quand vous l'entendez, imaginez-vous l'entendre, ce genre de choses. Entendre une personne à genoux, avec son foulard attaché autour de sa taille, retirer son foulard et vous inviter à l'étrangler. Abréger sa vie. Le choc psychologique que vous avez, ça vous suit à vie. Et je me dis, purée, c'est ça. C'est comme ça que finissent les gens dans le désert. Imaginez-vous qu'elle était tombée sur des personnes sans scrupules. Ces personnes pouvaient exécuter sa volonté. Ou alors partiraient sans même la regarder. Puisque c'est elle qui nous oblige à dormir dans le désert. Un hommage à Sébastien. C'est lui qui prend l'initiative, qui nous dit, écoutez, si les autres veulent partir, qu'ils partent. Nous, on va faire quoi? On va s'arrêter là. On va juste essayer de garder la direction et on va dormir là jusqu'au matin. Nous avons dormi parce qu'il fallait qu'elle se repose. Et le lendemain matin, on a continué avec elle. Et c'est pour ça, ce sont ces cumuls en réalité qui font que mentalement, il est difficile de sortir de cette route sans avoir ces séquelles. Impossible. Mais le lendemain matin, quand on se met à continuer, elle a encore un peu plus de force. Et il faut quand même s'imaginer qu'elle veut mourir à moins, même pas à moins 2h, 1h30 de l'Algérie en réalité. Je crois que nous étions entre 8 ou 9. Qu'on n'était même pas conscient, qu'on n'était pas loin. On n'était pas très loin là où on a dormi. Le lendemain matin, quand on se met à marcher, après une montagne, on découvre Tamanrasset devant nous. Mais ça, c'est pas le gros choc. Le gros choc, c'est quand on parle de traite des êtres humains. Vous savez, quand on en parle, beaucoup ne se transposent pas dans la réalité. Mais quand vous vivez la traite des êtres humains, quand vous le vivez, c'est là où vous comprenez son impact psychologique. Nous entrons en Algérie avec des femmes. Il y a un espace qui s'appelle l'Oued. C'est là où vous êtes accueillis par des passeurs, par des gens qui sont là avant vous, les anciens, parce que c'est une société entre guillemets organisée avec un chairman, avec des policiers. Quand on dit des policiers, ce ne sont pas des policiers algériens, hein, c'est des anciens qui sont là, qui raquettent quand vous arrivez. Et les femmes sont vendues. Vendues, j'utilise le terme vendu. Ça peut choquer, mais c'est exactement ça. Elles le savent, parce que, mais elles n'ont pas de choix. Je pense que c'est le côté le plus sombre de la route clandestine. C'est que vous êtes dans un endroit où personne ne connaît votre existence. Quel que soit ce qui vous arrive, voilà, on s'en fout complètement. Vous êtes dans une jungle. Moi, quand je débarque à Tamanrasset à l'époque et que je peux entendre des gens dire « Moi, j'ai 500 € pour. J'ai 400 € pour. » Moi, je me pose la question, est-ce qu'on parle des humains ou pas? C'est ça la traite des êtres humains. D'ailleurs, on peut utiliser même parfois le terme dédouanier. C'est-à-dire que si moi, je suis venu, moi, Didi Patou, du désert de l'Algérie, du Niger avec une fille, celui à qui on dédouane la fille, c'est moi. C'est-à-dire que je deviens cette fois-là celui à qui on doit donner les 500 €. Beaucoup l'ont fait et qui étaient même d'ailleurs dans une intimité plus profonde avec eux. Quand vous débarquez en Algérie, à Tamanrasset, c'est là où vous commencez à comprendre les affres. Justement, vous comprenez le sens de la traite des êtres humains. Parce que nous autres, nous avons grandi avec l'histoire. On n'a pas vécu. Et quand vous vivez ça, c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir toute la charge psychologique en réalité. À l'intérieur, vous êtes détruit. Parce que vous comprenez que sur la route clandestine, des personnes qui parfois ont eu une éducation catholique sont devenues des monstres. C'est animalisant. C'est animalisant pourquoi? Parce que le cumul de cet échec, le mal de l'absence justement, fait qu'à un moment donné,
des êtres humains ont cru qu'ils n'étaient plus des êtres humains. Donc, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas non plus avancer. Ils sont là et chaque jour, le reflet de leur échec, c'est sur les autres. C'est du cynisme pur et simple. Et c'est ce que je disais aux gens. Beaucoup d'entre eux ne sont pas des monstres à l'origine. C'est ce qu'ils ont subi sur toute cette route. Quand vous vivez certaines choses sur la route, si vous n'avez pas un mental de fer, si vous n'avez vraiment pas eu une éducation ancrée, très rapidement, vous pouvez vous transformer. Et moi, je ne l'avais pas pris comme ça. Pour moi, c'était que quelle que soit l'issue, en réalité, je le disais assez doux chaque jour, mon échec serait de me transformer moi. Et c'est ça le carburant, c'est que quand vous vivez cette situation, quand vous arrivez, vous trouvez cette situation-là, vous voyez la façon avec laquelle les êtres humains sont traités. Parce qu'il n'y a pas que les femmes. Il y a des enfants, et il y a des hommes aussi. Certains sont attachés et jetés sur le froid de l'hiver pendant quasiment une nuit. D'autres ont été tellement frappés que le bras a été cassé, ils ont perdu une main parce que ça a été coupé. Beaucoup deviennent infirmes dans ces endroits. Les migrants eux-mêmes se transforment en loups contre eux-mêmes. C'est la conséquence de ce cumul de l'échec en réalité. L'Algérie m'a pris presque un an. Vous avez le challenge de gagner de l'argent et d'avancer, et vous avez aussi le challenge de ne pas devenir comme ceux que vous êtes en train de voir chaque jour. Et ça, je pense que le travail nous a beaucoup aidés. Ce travail-là est thérapeutique aussi. Et c'est hyper important de le dire. Les migrants, il y en a qui sont très bien, qui arrivent à résister à tout ça. Et vous trouverez qu'en majorité, ce sont ceux qui bossent. En Algérie, je dors dans une grotte pendant tout ce temps parce qu'on sortait de cette grotte chaque matin, on était couché sur des cartons et on partait travailler. À ce moment, Tamanrasset était en pleine transformation. Il y a les logements sociaux qui sont construits là-bas, donc on ne manque pas de travail. On sort chaque matin, même si nous n'avons pas le droit d'être embauchés. Mais nous avons les entrepreneurs qui comprennent. Il y a ceux qui sont arrêtés parfois dans le chantier, mais c'était aussi salvateur pour nous, parce qu'il était important pour nous d'avoir ce travail, même si c'était payé 50 dinars par jour, on s'en foutait. Le plus important, c'était d'avoir un travail, d'avoir de quoi manger et d'avoir l'espoir de réunir de l'argent pour partir. Quand on revenait le soir et qu'on se retrouvait tous ensemble, il fallait nous rappeler qu'il y a encore de l'humanité qui vit en nous, donc qu'on a une histoire, parfois une histoire commune, parfois des histoires différentes, parce que dans les grottes, on pouvait être plusieurs nationalités. On se mettait à se rappeler des chansons, et celui qui savait fredonner la chanson, et ça devenait très rapidement un concert de casserole. On passait toutes ces soirées-là à revivre ces chansons. On passait aussi la soirée à se rappeler qu'on a un pays magnifique. Quoi qu'on dise, on reste attaché à ce pays-là parce que c'est nous. Donc il y avait ces belles histoires qui étaient racontées, des histoires de nos rencontres amoureuses, les rêves surtout, parce que pour chacun d'entre nous, quand tu arrives en France, qu'est-ce que tu fais? Quand tu arrives en Espagne, qu'est-ce que tu fais en premier? Pour moi, ma première réussite devait être de ramener ma mère au restaurant parce que je lui avais promis ça lors de mon 18e anniversaire. Elle m'avait offert une chemise qui était beaucoup plus grande que moi. On en a ri pratiquement pendant toute notre vie. Et donc, pour moi, ma réussite était justement son sourire à elle. C'était qu'elle guérisse, c'était que je l'emmène au restaurant, que j'essaye de construire une maison, de lui acheter des robes qu'elle n'a jamais portées et des bijoux qu'elle n'avait jamais portés. Et donc, voilà, c'était ça, le symbole de la réussite pour moi. Et ça, cette réussite, nous situons cette réussite en Europe. Et donc, on se disait qu'une fois entré en Europe, ce sera ça. La difficulté n'est pas forcément la précarité que nous vivons. Mais c'est les regards condescendants qui peuvent parfois vous amener, vous, quelqu'un qui était fier hier, à baisser votre regard. Nous avons travaillé chez un monsieur, Sidou et moi. On est venu nous chercher un matin pour nous dire qu'il fallait qu'on aille dans le jardin d'un monsieur. Et quand il met du plastique et qu'il verse de la nourriture dessus, pour moi, honnêtement, c'est pour un chien, parce qu'il y a une cage des chiens. Même si je n'ai pas vu de chien, pour nous, c'est un chien. Et c'est quand il nous appelle de venir y manger qu'on a compris qu'en réalité, c'est pour nous qu'il servait ça. Et je lui pose tout de suite la question, est-ce qu'on peut inverser les rôles, monsieur? Que vous soyez à notre place et que je vous appelle pour manger dans ces conditions-là. Est-ce que vous le ferez? Je comprends qu'il n'a même pas daigné nous regarder. Il s'est retourné, il est reparti. J'ai tout de suite abandonné l'appel que j'avais à main et j'ai dit à Sédou, on part d'ici, je n'ai pas besoin d'être payé. Je m'en fous complètement de ne pas être payé. C'était la chose qu'il ne fallait surtout pas perdre sur cette route, en réalité.
Je ne diabolise pas tout un peu parce qu'on a rencontré des personnes magnifiques, mais quand vous vivez cet acte de racisme, puisque chez vous, vous n'avez pas compris le sens du racisme, parce que vous ne l'avez pas vécu. C'est la première fois que vous vivez ça. Et donc, ça vous diminue, même si vous tentez d'avoir les épaules carrées et puis les yeux à l'horizontale. À un moment donné, vos yeux deviennent obliques parce que vous en subissez tellement qu'à un moment donné, vous baissez le regard. Parce que vous vous rendez compte que c'est un combat que vous ne pouvez pas mener. Ce n'est même pas le moment et c'est même plus fort que vous. Si vous subissez un lundi, vous en subissez un mardi, vous en subissez un mercredi. Vous avez répondu le lundi, vous avez répondu le mardi. Le mercredi, vous n'avez plus de force de répondre. Parce que vous vous dites, mais je ne vais pas passer ma vie à répondre à ça. Même si vous avez une force mentale ou quoi que ce soit, vous vous retrouvez amoindri par ça. Ça vous affaiblit. Vous avez très envie de faire une conversation polie, peut-être même un peu intellectuelle avec quelqu'un, mais vous vous demandez, est-ce que la phrase qui va sortir derrière ne sera pas une phrase tout de suite pour me rabaisser? Et vous vous interdisez de faire la conversation, c'est ça, mais c'est le regard. Et donc en Algérie, nous étions interdits des cybercafés, par exemple. Et un matin du mois de juillet, nous sommes réveillés par quelqu'un qui nous dit qu'il y a un cybercafé où nous avons le droit de pouvoir y aller. Tout le monde se lève, de façon spontanée. Et on court tous vers ce cybercafé. La seule chose qu'il sait se faire sur Internet, c'est de taper yahoo.fr et d'entrer dans le mail de yahoo.fr. Et quand j'ouvre ce mail, je vois 3 messages. Le plus récent datait de 2 jours. Et sincèrement, quand je clique dessus, c'est là où j'apprends de façon brute comme ça la mort de ma mère. Et donc, je suis tellement choqué que j'ai l'impression d'être aveuglé directement. Et je me dirige instinctivement vers la grotte où je vis. Quand j'arrive au niveau de la grotte, je prends le poids de la nouvelle, je m'écroule, je m'ouvre l'avant-bras. C'est Célou qui vient, donc qui me trouve dans mon sang. C'est lui qui me porte sur son dos et qui dévale cette colline. J'entends sa voix crier, qui cherche de l'aide pour qu'on m'amène à l'hôpital. Et on parlait des personnes bien tout à l'heure. Le monsieur, par exemple, avec son pick-up qui s'arrête pour nous jeter derrière son pick-up et nous amener à l'hôpital. Il pouvait ne pas le faire. On arrive à l'hôpital, j'entends Célou qui est en train de crier et je sens qu'il y a un médecin qui arrive et qui met une perfusion et qui me fait la suture. Et quand on finit, je n'ai même pas le temps de me reposer. On me dit que je dois quitter l'hôpital. Je demande d'ailleurs à l'infirmière, je lui dis s'il vous plaît, je veux juste voir le médecin qui m'a soigné pour lui dire merci. J'ai envie de garder son visage en réalité parce que je sens que je reviens de loin. Donc je n'avais pas vu le visage de ce médecin et j'espère qu'un jour peut-être qu'il se rappellera s'il entend un jour qu'il a sauvé quelqu'un et que je pense très fort à lui. Et donc on sort de l'hôpital, je vois Seydou qui se met à courir parce qu'il a vu la police algérienne. Je viens de sortir d'un moment difficile, je marche à peine. Et j'ai les 2 policiers qui arrivent jusqu'à moi. J'essaie de leur expliquer, ils ne comprennent rien du tout. Parce qu'ils sont à l'époque très brutaux, il faut le dire. Et dans cette brutalité, ils me déchirent encore la main. J'essaie de lui expliquer que je viens de perdre ma mère et que j'ai la main qui est complètement en lambeaux. Et quand donc, il me menotte et qu'il me laisse sur le bas-côté de la route, son pote avec qui il était, à un moment donné, il comprend cette souffrance-là et il la partage. Il va lui parler et il revient, il m'enlève les menottes et me dit de partir. Je trouve la force de rentrer au cybercafé, répondre à ma grande sœur. Et je lui demande pardon par 1000 fois. Je sais pas si c'est 1000 pardons ou 2000 pardons. Et donc voilà comment je renoue le contact avec ma famille. Je décide de rester sur la grotte et de me rappeler à ce moment-là de tout ce que j'ai vécu avec ma mère. Donc ça reste des parties, sont ces charges psychologiques-là qu'on a sur la route. C'est ça l'épisode de la mort de ma mère. Et juste après, vraiment, je suis comme reboosté. Et je me dis, pour elle, au moins, il faut que je n'ai pas cette vie-là, que je n'ai pas la vie que j'ai connue au Cameroun. Je pense que je travaillais tous les jours de la semaine. Quel que soit le boulot que je trouvais, je faisais. Je suis allé à Tlemcen récolter des oranges. Je suis allé à Béjaïa. J'ai parcouru l'Algérie parce qu'il fallait que je travaille. Et donc, quand on a réuni ce qu'il fallait qu'on réunisse, on a décidé donc de partir à Marknea. Et quand même, ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à cette heure-là, je ne sais pas que j'ai une vocation radio. Moi, je me dis que je vais soit finir être maçon, soit je vais devenir maçon principal parce que j'aurais acquis beaucoup d'expérience et puis l'expertise là-dedans que je pourrais avoir la confiance des entrepreneurs qui me donneront des chantiers. Même en Europe, je ne sais pas quoi faire parce que de toute façon, je ne sais pas que j'ai cette petite étincelle de radio en moi. Marknea, c'est la dernière ville algérienne collée au Maroc, à Oujda.
C'est là où j'ai rencontré Ernest, celui qui réveille en moi cette étincelle de la radio, justement. À Macnia, il faut payer le droit de ghetto. Et donc, quand j'arrive, je suis brutalisé parce que j'ai pas de sous. Il me restait 100 dinars sur moi. Et comme ce n'était pas suffisant, puisqu'il fallait payer 1500 dinars de droit de ghetto, je suis brutalisé. À part que dans cette brutalité, on me dit que je vais dormir en réalité sur le toit de la fosse. Et donc, je n'ai pas le droit de rentrer et de me mettre au chaud. À part que c'est l'hiver en réalité. Donc, je me rappelle que la langue camerounaise, ma langue maternelle, me sauve la vie. Parce que j'entends quelqu'un parler ma langue maternelle. Et c'est un ancien. Je vais le voir et je commence à lui parler en langue maternelle. Et constate que je suis du même village que lui. Et c'est comme ça qu'il dit non, bah, si tu es du même village que moi, tu dors à l'intérieur. Et on me trouve une place à l'intérieur. Nous sommes pratiquement 50 à dormir dans un petit espace en sardine, comme on dit. C'est un luxe de dormir à l'intérieur puisque vous êtes au chaud. Et le lendemain matin, quand on se lève, Ernest qui m'aborde et qui me dit bien dormi, petit frère. Il me dit bon, vas-y, lave ton visage et on va aller à la rencontre des humains de l'autre côté. Puisque quand on sortait de là, on était considérés comme des rats. C'était un peu comme si c'était des rats qui sortaient des troncs et autres. Il me dit on va à la rencontre des humains et on va aussi se rappeler qu'il y a encore un peu d'humanité qui vit en nous. Nous sommes partis, on a cherché du travail, on a commencé à se familiariser. Quand on va au chantier, il m'entend parler et il me dit mais tu as une voix et tu as 3 phrases du français, tu peux faire de la radio. Il avait même travaillé dans une petite radio au Cameroun. Et donc, il avait cette oreille-là. Puis, je parle beaucoup, mais je ne crois pas que la radio soit pour moi. Il me dit, non, mais sincèrement, tu parles bien. On peut essayer quand on arrive à la grotte. Et ce soir-là, on a un big boxer qui sait faire des jingles. Lui aussi, il avait bossé pour une radio. Et il dit, on va improviser une émission. On a notre pote qui fait le jingle avec la voix, puisqu'il est dans le truc. Et Ernest qui introduit l'émission, et moi, je dois suivre avec l'émission. Nous parlons de la musique de chez nous. C'est un sujet que je connais très bien. On parle du Makossa, je connais l'histoire, je connais l'origine, je connais même les histoires de chansons avec leur enregistrement et les auteurs et tout ce qu'il y a autour. Donc quand on lance ça, on va dans un freestyle comme on dit et spontanément tout le monde se met à applaudir. Et les visages se détachent. Pour la première fois, je vois des gens qui étaient emprisonnés dans la douleur se mettre à sourire autour de nous. Il y a un feu qu'on a mis et ils se mettent à sourire et ils se mettent à applaudir. Et c'est ça ma plus belle histoire de radio d'ailleurs. Et le tout, c'est que le lendemain, ils décident de cotiser 20 dinars pour nous faire refaire la même chose. Et c'est comme ça que je commence à gagner en notoriété sur la route de l'exil. De toute façon, j'en parle encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion parce que je les revois tous. Et il y a un grand frère, Eboya, qui lui aussi n'est plus de ce monde, qui me dit « Franchement, ce que tu fais, tu peux pas le savoir. Quand je t'entends, quand tu nous racontes toutes ces histoires-là, c'est comme si c'était une connexion directe à chez nous. Les souris étaient visibles. Et c'est pour ça qu'il cotisait pour ça. On l'a fait pendant tout ce temps, à part que l'objectif de partir n'a pas été oublié. Et c'est donc Ernest qui décide tout d'abord d'aller en forêt, parce que quand on partait d'Ouchdar, il y avait 2 destinations. Il y avait ceux qui partent au Maroc, vivent au Maroc. Il y avait ceux qui partaient vers Nador pour traverser et aller en Espagne à Melilla. Et donc Ernest décide de partir dans la forêt de Nador, la forêt de Korogo. Et arrivé là-bas, il décide de faire une attaque massive. Et dans l'émeute, il décède. Et c'est quand on m'annonce son décès que je décide de partir au Maroc. Je sais que c'est difficile parce que sur la route de l'exil, vous avez une phrase qui revient toujours. C'est pas parce que je vis au Maroc que je le dis, c'est très honnête. On vous dit toujours que les droits de l'homme, c'est au Maroc. Parce qu'au Maroc, nous avons des associations des droits de l'homme, nous avons des associations qui accueillent des migrants, qui les orientent. Donc on nous dit que si vous avez besoin d'orientation, il faut aller au Maroc. Et c'est comme ça que je décide donc de partir pour Oujda. Et donc quand je débarque à Oujda, je rencontre la personne la plus merveilleuse, Youssef, qui est mon frère aujourd'hui à Strasbourg. C'est lui qui m'accueille quand je suis en France. Youssef, c'est, j'ai envie de dire, c'est la définition même de l'altruisme. C'est le mot à la base, c'est lui. C'est un aide-maçon qui déjà m'amène dans le chantier, me présente à l'entrepreneur, on décide de travailler ensemble. C'est celui qui me fait dormir sur un matelas. Après plus de 2 ans, je n'avais plus jamais dormi sur un matelas
le soir du jour qu'il me propose de venir dormir chez lui, j'ai des puces qui habitent sur moi, hein, sur mes vêtements et tout ça. Et je lui dis, je n'ai aucune envie de rentrer chez moi avec tout ce que j'ai sur moi et tout ça. Donc, merci pour la proposition. Et celui qui me dit, arrête de raconter des bêtises, t'es dit, on rentre ensemble. Ils sont partis et pour la première fois, je dormais j'ai eu une douche déjà. Et il y avait sa copine qui est devenue sa femme, Khadija, qui m'achète mon premier pantalon, à part que c'est un peu petit, mais bon, c'est pas très grave. Je devais changer mes haillons avec. J'ai porté les mêmes vêtements pendant près d'1 an, de Tamanrasset jusqu'à Oujda. Oujda, je passe pas beaucoup de temps parce que Youssef est en train de chercher les 11 000 dirhams pour aller clandestinement en Espagne. Et c'est lui qui me propose d'aller à Rabat. Il aime bien la façon avec laquelle je parle français. Il me le répète tout le temps. Il me dit, pour tes projets de radio, je sais pas, il faut aller à Rabat. Et à Rabat, tu pourras peut-être trouver les opportunités. C'est l'être le plus extraordinaire. Et je pense qu'il est à la base de tout ce qui s'est passé au Maroc. Je crois que je suis dans les 26 ans. Et je débarque à la gare des trains de Rabatville. Gare de Rabatville, 1 minute d'arrêt. Attention au départ. Et je suis ébloui. Je débarque, j'ai mon petit plastique avec 2 t-shirts dedans. Et je me dis, waouh, Rabat. Dans les merveilles de cette ville, malheureusement, il va falloir que je trouve un endroit pour dormir. J'ai envie de rencontrer des miens ici et tout ça. On me dit d'aller à J3. Et c'est un sous-quartier. Normalement, le quartier en général s'appelle Bouitet. Et donc, je prends un grand taxi pour Bouitet. Et quand je débarque à J3, le premier que je rencontre, c'est un Camerounais. Et quand je vais le voir, et je lui dis, grand frère, je viens d'arriver, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'héberger pour quelque temps, le temps pour moi de prendre mes repères et tout. Et il me dit, je n'héberge personne chez moi. Sec. Et je prends une claque, comme on dit. Je suis complètement désorienté. Et c'est en marchant que je découvre la mer. Et donc j'arrive, je vois la mer et je suis ébloui. Je me mets donc à marcher juste à côté de la mer. Je découvre la plage de Rabat comme ça. Et à la plage de Rabat, il y a un subsaharien centrafricain qui dort déjà juste en bas du mur des Oudaïa. Et je lui demande s'il y a une place à côté de lui. Il me demande d'aller voir Brahim, qui était à l'époque le gardien de la plage, pour lui demander s'il m'autorise à dormir là-bas. On dormait là-bas avec Laurent, qui était centrafricain et qui attendait en fait sa réponse parce qu'il avait fait une demande d'asile du HCR. Soit on devait le reloger, puisqu'il est relogé aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, ou alors on devait lui trouver un espace pour dormir et tout ça. On dort à la Belle Étoile, mais puisque c'est l'été, on avait juste l'obligation de partir très tôt le matin et de rentrer très tard le soir quand les vacanciers sont partis. On faisait des chantiers à Témara, je crois que j'ai construit pas mal d'immeubles. Et donc c'est ça mon accueil à Rabat, jusqu'au moment où je rencontre Christian, qui décide de m'accorder une petite place dans son salon, où je peux dormir en même le sol, mais quand même déjà. Christian, c'est un Camerounais qui, à l'époque, était avec sa femme Ornella. Ils viennent d'avoir leur petite fille, Jemiba, qui sont aujourd'hui établis en France. Et il m'avait accordé la petite place juste à côté de sa porte. Et puis voilà. Et donc, c'est chez Christian également que je commence j'achète un micro à 50 dirhams, je branche sur son unité centrale. Et je commence une émission qui s'appelait Couleurs du Sud. Je rencontre également un Camerounais qui s'appelle Armel Ndjatch et qui a un lien radio qui s'appelle Air du Mboa, donc l'air du pays. Et donc, du coup, je commence Couleurs du Sud sur son lien. Moi, je commence Air du Mboa, c'est pour m'amuser, c'est vraiment pour le fun. Je ne sais même pas d'ailleurs que le lien se diffuse à l'extérieur. Je ne sais même pas que les gens partagent le lien. C'est que j'adore la radio. Je lève le matin, j'ai branché ce micro de 50 dirhams, le son il est merdique, mais j'y vais parce que j'aime. Et je parle tout le temps dans la radio. En fait, ce n'est que le prolongement de ce qui a commencé à Macnia. C'est-à-dire que le rappel de l'histoire, le rappel de qui nous sommes. Un jour, j'accompagne un ami guinéen à l'ambassade de Guinée. Je trouve le feu Ignace Jean Camara. Et mon pote m'appelle Teddy Patou. Il me dit, c'est toi Teddy Patou? Je dis oui. J'entends un lien les matins et sincèrement, bravo pour ce que tu fais. À part que le son, il n'est pas très bon. Je dis, ouais, le micro, il est à 50 dirhams, donc tu ne peux pas s'attendre à grand-chose en fait. Et il décide, il me dit, ouais, j'arrive. Il va prendre une enveloppe et il vient me tendre l'enveloppe. Depuis que je suis au Maroc, je n'ai pas encore eu 700 dirhams pour moi. Je me dis, essaye d'améliorer la qualité de son parce que je crois que tu as quelque chose à nous donner. Et quand j'ouvre l'enveloppe, je me rends compte qu'il y a 1000 dirhams dans l'enveloppe. Et avec ça, on achète une carte son, un micro qui coûte cette fois-ci 120 dirhams. Et on en achète 2. Il faut commencer à avoir des invités, à discuter avec des gens. Et un matin, je vais au centre culturel africain. C'est géré par Christian Ada. Et Parfait Chongwe me dit, c'est toi Teddy Patou? Je dis oui. Il me dit, tu sais quoi, ce que tu es en train de faire chez toi? Peut-être qu'on aménage un endroit ici et tu t'exprimes plutôt ici, ouais.
Toute ma vie, c'est des rencontres extraordinaires. Donc, on aménage un petit espace avec des alvéoles d'œufs pour faire l'isolation, avec cette fois-ci une table de mixage que le centre, je pense, avait été financé par la GIZ. C'était l'institution allemande qui l'avait financé à l'époque. Et donc, voilà, je commence là-bas, couleur du Sud se transforme en Chourouk. Et Chourouk démarre, et sur Chourouk, on décide cette fois-ci de s'ouvrir un peu plus. C'est-à-dire de recevoir le Maroc, de leur dire que nous sommes là. Peut-être qu'on a aussi une voix qui peut s'entendre. Et j'invite le tout premier artiste qui accepte de venir, c'est Amin Ayoubi. Modestement, il accepte de venir. Et je pense que c'est lui qui, aussi, quelque part, conforte mon assise à la radio. Parce qu'on finit l'émission, on me dit, je suis agréablement surpris, Frangin. Waouh, ça se passe très très bien. C'est ta place. Et ces éloges étaient tout pour moi, hein, parce que j'avais pas besoin d'être payé, je n'attendais que ça. Et je rencontre encore une fois de plus une autre belle rencontre, Nadia Makole, qui est maroco-guinéenne, avec qui travaille pour un centre d'appel à l'époque. Elle a une voix extraordinaire. Et je lui dis, est-ce que ça ne t'intéresse pas de faire de la radio? J'ai un train de la folie, si tu veux adhérer à mon train, si tu veux une place dans mon train, je te reçois tout de suite et on y va. Je lui dis, si tu veux être avec moi, il faut que tu démissionnes. Il n'y a pas d'argent chez moi, donc on y va juste comme ça. Elle décide vraiment d'avoir une place dans mon train de la folie. Et c'est comme ça qu'on lance une émission qui s'appelle Café au lait. Et on décide de croiser les parcours, parce que je constate aussi qu'il y a des artistes subsahariens qui sont au Maroc, mais qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Donc on se dit, pour leur donner un peu de visibilité, on va les associer aux artistes marocains. Et on a une chance inouïe, c'est que les artistes marocains, avec leur modestie, acceptent tout de suite de venir. Même si la radio n'est pas connue, les animateurs ne sont pas connus, c'est une web radio, ils décident de venir. Et quand on reçoit Issam Kamal, lui aussi, il est agréablement surpris par ce que nous faisons. Il dit, mais Frangin, je suis agréablement surpris. Mais pourquoi tu n'es pas en radio FM? Prends ta chance. On reçoit Amin Ayoubi, on reçoit Issam Kamal, on reçoit Nabila Mahan, la Fondation Occident écoute ce que nous faisons et décide d'améliorer ce que nous faisons techniquement. Là, on commence à voir la petite étiquette d'animateur radio, en réalité. Et la Fondation aime beaucoup ce qu'on fait. Encore un hommage à Yasmina Filani, à Rachid Badouli et à Nadia Tari et à tout ce beau monde-là. Et c'est comme ça qu'ils décident de créer la F. Du lundi au vendredi, Teddy Patou et Nadia Makole vous offrent les formules du bien-être sur la seule radio de la diversité. Vous êtes sur la F. Avec cette fois-ci un matériel encore un peu, les audio-technica dans le micro, un espace beaucoup plus accueillant, beaucoup plus agréable. Et c'est sur cette radio qu'on reçoit Wadi Dada et qui nous conseille de postuler à 2M. Quand on reçoit Wadi Dada, il est à ce moment-là dans la promotion de son livre « Imaginez si c'était vrai ». Et depuis que je travaille en radio, je n'ai jamais été soumis à la critique d'un professionnel de la radio. D'ailleurs, je n'ai jamais cru que Wadi Dada viendrait sur notre émission. Quand Nadia Makole me dit « on reçoit Wadi, il faut qu'on cherche à recevoir Wadi », j'ai dit « mais attends, c'est le présentateur du journal télévisé suivi par des millions de personnes. Je pense franchement qu'il aura le temps de venir à la Fondation chez deux personnes qui ne sont même pas connues. La radio n'a même aucune portée. » Et elle me dit qu'il ne tente rien à rien. Et elle contacte Wadi Dada et tout de suite c'est oui, je viens. Et du coup, on le reçoit le vendredi et il est en train de faire la promotion de son livre « Imaginez si c'était vrai ». J'attends sa critique parce que la critique, elle est spontanée. Quand je finis avec un invité, tout de suite derrière, il me donne son sentiment, à part que Wadi ne me dit rien. Nadia sait avec moi qu'elle peut le témoigner. J'ai failli pleurer parce que je me suis dit c'est la fin de la radio, c'est pas vrai, c'est pas possible. Peut-être que tout ce que je fais depuis tout ce temps, parce que je suis autodidacte, je n'ai jamais rencontré de professionnels. Peut-être que c'est du n'importe quoi et j'ai l'impression que c'est toute ma vie qui s'écroule ce jour-là. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas quel est mon rapport avec Wadi Dada. Ils ne comprennent pas pourquoi j'en parle tout le temps. Je parlais de lui toute ma vie comme étant celui qui a déclenché la professionnalisation de mon métier. C'était la clé. Le lendemain, il m'appelle lui-même avec son numéro de téléphone. Et il me dit, pourquoi pas postuler à 2M? J'ai l'impression que je rêve. Et je commence à postuler à 2M, c'est quand même 2M. J'entends Younes Lasrak chaque matin, Fatih Elaouni. Toi, Wadi Dada, c'est la dimension extraordinaire de la radio. Pour moi, c'est la cime. C'est quelques centimètres seulement du ciel. Comment postuler à 2M? Rien que le fait de me dire de postuler à 2M suffit à me
à me réhabiliter. Mais je renais tout de suite et je brille de mille feux. J'aurais pas été recruté à 2M. Le fait qu'ils me disent que je postule à 2M suffisait à me restaurer, comme on dit. Parce que finalement, il était en train de me dire que j'avais le niveau, que j'avais la possibilité de travailler à 2M. Et je ne dors pas cette nuit-là. Quand il me dit, je ne suis pas en train de te dire que tu es recruté, mais vas-y, tente ta chance. Ça peut passer, ça peut ne pas passer. Mais tu auras essayé. Et c'est le plus important. Je vais à 2M, je rencontre Mme Fatia Laoni, l'immense Mme Fatia Laoni, et elle peut le dire, elle peut le témoigner. Je n'arrive pas à la regarder. J'y arrive pas. Je me dis, il y a une photo. J'ai immortalisé ce moment à 2M et j'ai dit à Nadia, quelle que soit l'issue, cette photo, je vais la grandir. Quand j'aurai un chez moi, et puis je garderai cette photo chez moi. Et c'est moi dans les studios de 2M, avec Nadia à côté. Je lui ai dit, ça c'est une photo souvenir et je raconterai, si Dieu m'en donne à mes enfants, je raconterai l'histoire de ma carrière. C'est en 2017. Et Mme Fatia Laoni est assise en face. Et je dois parler dans un micro, en face de Mme Fatia Laoni, dont je maîtrise la voix parce que quand je partais au chantier, j'avais des maçons qui écoutaient Radio 2M le matin. On entendait à Oujda et partout Radio 2M. Et donc, quand je sors de là et qu'on doit faire un stage et tout ça, c'est pour ça que j'ai dit que le Maroc m'a tout donné. Sincèrement, et je ne le dirai jamais assez, mon rapport avec ce pays ne sera jamais comme les autres. Parce que, je disais, ce n'est pas qu'une restauration administrative. Le Maroc a été la guérison de tout. Le pouvoir marocain m'a donné une carte de séjour, c'est-à-dire m'a régularisé. Quand je n'avais même pas un passeport. Même pas parce que mon acte de naissance, mes diplômes avaient été brûlés dans les grottes de l'Algérie. J'avais rien. Tout avait été brûlé. Et un pays a quand même décidé de nous redonner cette dignité-là. Ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Par le Maroc, j'ai tout eu. Tout. Et je disais aux gens, c'est ça le rapport avec le pays. Les gens me disaient, la carte des séjours n'est pas qu'un papier administratif qui vous permet de circuler au Maroc. C'est une réconciliation avec les familles. La carte des séjours marocaine. Avec ma famille, avec la famille des milliers de subsahariens qui étaient dans ma situation au Maroc. J'ai la chance d'être dans le média et donc du coup, beaucoup de personnes braquent les projecteurs sur moi. Mais il y a des histoires incroyables parmi nous. Des histoires énormes que je connais intimement. Et donc je dis aux gens, la carte des séjours que vous voyez brandir, pourquoi c'est si cher pour nous? C'est parce que c'est au-delà d'un papier administratif. C'est au-delà d'un papier qui peut nous donner un travail. Il y a quelque chose de plus important derrière. C'est qu'il y a des gens qui ont passé 20 ans au Maroc, qui à l'obtention de cette carte de séjour ont pu prendre un billet d'avion pour aller regarder leur maman, après 20 années, qui ne sont pas vus, grâce à la carte des séjours. Ça me dérange toujours quand on réduit son importance à de l'administration. Sa valeur humaine est au-delà de tout. Je disais aux gens, c'est comme tendre la main à quelqu'un qui est dans des profondeurs abyssales et de le sortir tout de suite, le mettre à la lumière. Pourquoi? Parce que beaucoup partent parce qu'ils sont partis mourir dans la mer parce qu'ils n'avaient pas de carte de séjour marocaine. S'ils avaient une carte de séjour, ils ne seraient pas partis. Ils sont très très nombreux qui n'attendaient que ça. Beaucoup, à travers cette carte de séjour, ont vu leur dignité être restaurée. Simplement parce que ça leur a permis d'avoir un accès au travail. La carte de séjour a permis à beaucoup de personnes de fonder une famille. Et donc, quand je reçois cette carte de séjour, c'est le Graal. Je pleure comme un bébé, comme un gosse. Le souverain annonce le changement de la politique migratoire marocaine. Je pense que c'était un 7 novembre 2013. وأمام التزايد الملحوظ لعدد المهاجرين سواء من إفريقيا أو من أوروبا فقد دعونا الحكومة لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية تحترم الالتزامات الدولية لبلادنا وتراعي حقوق المهاجرين وتجسيدا للاهتمام الخاص الذي نوليه لهذا المجال فقد حرصنا على تكليف قطاع وزاري بقضايا الهجرة. En 2014, il y a une régularisation. Et en 2015, les premières cartes, nous sommes la deuxième vague des cartes de séjour qui sortent parce qu'en 2015, je reçois ma carte de séjour à Salé. Quand on me dépose cette carte de séjour à la main et que je sors de cette préfecture, et je regarde, je n'ai pas de passeport camerounais. Mon premier papier administratif a été la carte de séjour avant d'avoir le passeport après. Mais c'est après que j'ai pu faire le passeport en fait, et non pas avant. Donc, je disais aux gens,
j'ai été allaité au sein de la communication du Maroc. Le Maroc m'a pas seulement régularisé, j'ai été formé. Parce que moi, j'entre à 2M, c'est à 2M que je reçois toute la formation de journaliste. 2M, c'est l'identité professionnelle. Et j'arrive à 2M, c'est pour moi le Graal, parce que là, je suis dans une radio professionnelle. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance. Je passe pratiquement 8 mois de stage, parce qu'il faut une formation. C'est Mme Fatia qui détecte en moi le fait que je peux aussi être journaliste. Donc nous avons la chance à cette époque que le formateur, c'est Sami El Jaï. Je me rappelle, quand Sami El Jaï sort de l'antenne et qu'il a jeté ses brèves, je ramasse tout de suite en réalité, en fait, pour voir comment est-ce qu'il a écrit. Il me fallait prendre de l'avance, il fallait à tout prix que j'aille vite. Je commence avec le journal, il y avait le journal de l'Afrique. C'était vraiment au début, avec Malak Benis à l'époque, qui est quelqu'un qu'il faut que je rencontre pour dire merci en face et dans les yeux. Très rapidement, Mme Fatia m'a mis dans le créneau, tout simplement du journal, comme tout le monde. Je me souviens de ma première matinale. Je suis arrivé à 2h du matin, parce que pourtant, la première édition était à 7h30. Et le moment le plus, c'est ce que je dis toujours, et 2M qui m'a permis d'aller revoir ma famille après 11 ans. C'est l'émotion de mon père qui est la plus extraordinaire, et je dirais, toute ma vie. C'est mon moment fort avec 2M. Et je viens par surprise en plus, 11 ans après. Et je me souviens encore de cette image, je vais chez ma grande sœur. Et mon père, il est à l'intérieur. Ma grande sœur, elle veut s'évanouir. Et mon père, qui est quelqu'un, c'est un rock. Je ne l'ai jamais vu pleurer. Il pleure direct. Et c'est la première fois de ma vie de le voir pleurer. Ça fait 11 années. Et il me souffle à l'oreille. Purée, j'ai cru que je ne te verrais plus. Et je dis que je suis là. Et je pense que je reviens quand il est déjà fier. Parce que mon premier journal à 2M est diffusé au quartier. Donc, parce que j'avertis à ma grande sœur. Puisque Mme Fatia m'avait dit que je devais monter à l'antenne. Donc j'ai dit à ma grande sœur. Et ma grande sœur, avec le peu d'argent qu'elle avait, s'en va louer des haut-parleurs. Donc elle a fait la location, elle a tout branché et elle a tout connecté. Il fallait que tout le quartier l'entende. Et elle me dit, s'il fallait que j'ajoute encore de volume pour que ce soit tout le Cameroun, je l'aurais fait. J'ai reçu plein d'ajouts sur Facebook directement derrière. Tout le monde qui envoyait des messages énormes et tout ça. Et voilà mon histoire avec 2M. Je disais que j'espère que Dieu me permettra d'être dans cette boîte jusqu'à la fin de ma vie. Et Mme Fatia, en fait, au départ, quand elle me dit que j'ai ce petit côté journaliste en moi et qu'il faut juste qu'on l'affûte et qu'on le développe, on reste concentré dessus. Donc à un moment donné, elle m'appelle dans son bureau pour me dire qu'écoute, il ne faut pas qu'on enterre le côté animateur. On a un programme qui va parler de la musique, exclusivement de la musique du continent, et tu es la voix autorisée pour ça. Et donc voilà comment on met en place Zigzap, qui est une musique qui est une émission musicale à la base, mais qui finalement aussi est une tribune d'expression, une ouverture, j'ai envie de dire, pour les artistes de chez nous, au Maroc. C'est quasiment tout le monde qui est passé. J'ai reçu Youssou N'Dour, Salif Keïta, Fatoumata Diawara, Angélique Kidjo, tout ce beau monde sont intervenus chez nous. C'est le samedi de 20h à 22h. Zigzap avec Teddy. J'ai eu la chance de modérer des conférences, soit culturelles, soit des thématiques sur l'immigration. Je suis présentateur et je suis maître de cérémonie, présentateur événementiel. J'ai présenté Visa for Music, le festival des arts vivants d'Agadir. Il y en a pas mal. J'ai cette chance-là qu'aujourd'hui, je pense que je suis quand même un tout petit peu sollicité quand même sur les événements. J'ai couvert Blomawazine et surtout la scène africaine du Bois grec avec des interviews et même avec la diffusion de certains concerts. Je disais que mon rapport avec le Maroc aujourd'hui, c'est beaucoup plus intime qu'autre chose. On est resté sur la dimension professionnelle, mais la dimension humaine est ce qui m'intéresse moi particulièrement. Comme je disais encore à quelqu'un, je suis chez moi. L'une des plus grandes parties de mon histoire est ici. J'ai quasiment grandi ici. Je vais vivre ici. Le rêve, c'est ça, c'est de vivre ici. Tout le rêve, c'est ici. Et je rêvais peut-être d'Europe hier. Je rêvais d'y aller en bateau et peut-être à pied. Mais le Maroc m'a permis d'y aller. Et d'y aller très souvent, en avion surtout. Et de revenir. Et aujourd'hui, l'accomplissement personnel, c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'avoir mon appartement, de vivre ma vie, de participer à la belle histoire qui est en train de se raconter dans ce pays, à toute cette belle ouverture, d'y participer, peut-être avec ma modeste voix à travers la radio,
Je crois que je suis aujourd'hui la preuve et l'exemple de l'ouverture de notre pays. Je me rappelle quand j'avais appelé l'Autofan pour leur dire que vous allez intervenir sur la radio marocaine. Ils s'attendaient à entendre Youssef Brahim comme animateur. Et quand ils ont entendu Teddy Patou, et qu'ils ont la précision derrière était que j'étais Camerounais, à chaque fois le message est le même. On adore ce Maroc-là. Et aujourd'hui, c'est cette belle fierté africaine que nous sommes en train d'exprimer. Donc le Maroc m'a donné. La question que je me pose chaque jour, c'est comment je vais redonner, qu'est-ce que je fais pour redonner tout ça, parce que je ne parle pas encore une fois de tout ce qui est aspect matériel. Ce n'est pas le plus intéressant pour moi. Et ça a été une thérapie énorme. Je pense que je suis sorti de la route clandestine complètement fragilisé et la restauration est venue d'un merveilleux pays. La restauration est venue de la décision de Sa Majesté en 2013 de finalement nous redonner cette dignité-là. La restauration est venue de Youssef, énorme personnage que je rencontre et qui me montre ce que la bonté d'un homme peut faire. Aouchda, de Khadija, sa femme, ma rencontre avec Wadi Dada, les yeux dans les yeux, qui décide d'être un grand frère, qui m'oriente et qui me dit ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire, qui me donne le droit de l'appeler à 1h du matin, 2h du matin, et qui même me donne le droit qu'on se parle des choses qui n'ont rien à voir avec l'aspect professionnel et autres. Et donc, il casse tous ces comptes-là. Et justement, je vous propose de faire un détour par Radio 2M pour retrouver l'un de ses animateurs phares. Teddy Patou, bonsoir. Vous êtes en train de diffuser en ce moment même votre émission musicale Zik Zap. Quel est le programme? La rencontre avec Mme Fatia Laoni, qui, au-delà d'être ma boss aujourd'hui, est une mère. Parce que je crois qu'on a discuté des choses qui dépassaient le professionnel et qui étaient du personnel. Parce que quand vous avez passé 11 ans, à un moment donné, vous ne croyez plus que vous allez rentrer. Vous avez peur de ne plus jamais rentrer. Et quand vous rentrez, je peux vous garantir qu'il n'y a rien d'autre qui puisse compenser ça. Et quand vous revenez au Maroc, quand vous revenez chez vous, vous entrez dans votre appartement, vous êtes parti, vous êtes revenu, vous avez eu cette chaleur familiale et que vous avez aussi un travail qui est capable de pouvoir soigner votre père, ce que votre mère n'a pas eu. Je peux vous garantir que la seule question que vous vous posez chaque matin que vous vous réveillez, c'est comment être reconnaissant vis-à-vis de ce pays-là. Et comme je répète toujours à mes potes, je marcherai pieds nus, ça ne me dérangerait pas, j'aurais pas de quoi manger, ça ne me dérangerait pas, tant qu'ils sont heureux, tant que je peux les appeler au téléphone et que je me rends compte que mon petit frère qui avait quasiment abandonné l'école est en cycle doctorat aujourd'hui grâce à moi, quand je peux appeler mon père et lui dire, écoute, j'ai envie que ce soir, que tu puisses choisir l'un de tes potes et que vous allez manger dans un restaurant, sinon je paye. Quand je dis à ma grande sœur, écoute, voilà, si tu as envie de t'offrir une chaussure, je suis capable de te l'offrir. Je disais aux gens, l'important, ce n'est pas moi. Ernest est devenu une étoile qui brille pour m'illuminer encore une fois. Je crois que la petite partie de moi en radio, c'est de lui. Ernest est décédé malheureusement en essayant de traverser Cédou et en Espagne aujourd'hui. Laurent, il est aux États-Unis. Je crois qu'elle est très heureux là-bas. Et chaque fois, il me demande de venir, mais j'espère que je vais y aller. Donc, Maurice, il est en Espagne. Yaya, il est en France. Je n'ai pas les nouvelles des autres. Je sais qu'ils sont nombreux. Je sais qu'il y a la jeune Camerounaise qui malheureusement a été fauchée par une vague sur le détroit de Gibraltar qui est décédée. Elle avait été malheureusement livrée aux mains de ces personnes à Tamanrasset. Donc, du coup, on s'est perdu de vue. Il y en a qui ont réussi à s'en sortir. Et il y en a qui malheureusement n'ont pas réussi à s'en sortir. Peut-être leur histoire n'en parle pas beaucoup, mais je pense que ce sont ceux-là dont il faut qu'on en parle très souvent. Des personnes qui malheureusement portaient en eux beaucoup de rêves, et ces rêves sont restés dans l'eau pour certains, sont restés dans le désert pour d'autres. C'est pour ça que peut-être on est aussi reconnaissant à la vie et à Dieu. Nous sommes très peu à avoir réussi, et je pense que beaucoup, et vraiment très très nombreux sont ceux qui n'y arrivent pas. Ces migrants que je les comprends. La décision de partir n'est jamais facile. Pour beaucoup d'entre nous, s'il y avait un choix à faire, pour certains, ce serait de rester. Il y a ces amours-là qui sont inconditionnels et c'est toujours une déchirure de partir. À ces migrants, je leur dis également que quand on a décidé de partir, il faut qu'on soit cramponné sur le rêve de réussite, mais pas à tous les prix. C'est important de ne pas réussir à tous les prix. C'est franchement faire de sa dignité la ligne rouge. C'est vraiment la ligne à ne pas franchir. Parce que rien ne vaut la dignité. Quel que soit l'argent
on peut cumuler dans le monde. Je pense que si j'avais cumulé sur cette route de l'exil, si j'étais devenu un monstre, je n'aurais pas eu la chance de côtoyer toutes ces belles personnes que j'ai côtoyées et je n'aurais pas eu l'identité professionnelle que j'ai aujourd'hui. Si le Maroc aujourd'hui m'offre tout ça, c'est aussi parce que quelque part, je pense qu'il y a cette dignité que j'ai réussi à préserver et que cette dignité aujourd'hui, donc pour tous ceux qui sont sur la route de l'exil, pour tous ceux qui ne sont pas partis, qui ont peut-être l'intention de partir, je suis peut-être la mauvaise personne pour vous faire la dissuasion. Parce que oui, je suis parti comme vous et entre guillemets, j'ai réussi. Mais je pense que personne ne vous racontera mes nuits. Parce que les nuits, c'est de l'ordre de l'intime en réalité. C'est-à-dire que toutes ces histoires que je viens de raconter sur le podcast, par exemple, toute cette cruauté, psychologiquement et somatiquement difficile. On ne peut pas en guérir. Ça ne peut pas. Il y en a qui restent à vie, comme la mort d'une mère sur la route de l'exil. C'est quelque chose qui ne s'oublie pas. Comme la perte de l'un de vos frères sur la route de l'exil, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous pensez que quand on vous appelle pour identifier les corps qui ont été renvoyés par la mer, des gens avec qui hier vous avez partagé des belles histoires, vous avez tout dit, ils vous ont confié leur vie et tout ça, et 2 jours après, on vous appelle parce qu'on a juste envie de mettre un prénom sur chaque corps qui a été rejeté par la mer, on vous appelle de venir les identifier. C'est des choses qui, quel que soit ce que vous avez à faire, ça ne peut pas s'effacer de votre mémoire. Et donc à ceux qui ne sont pas partis, prenez conscience du fait que c'est une route affligeante, difficile, psychosomatique encore une fois, parce que ça affecte en même temps le corps et l'esprit. Je crois que je suis parti sans avoir conscience de tout ça en réalité. Permettez-moi d'être égoïste et de parler de moi en disant que toute ma vie, vous l'avez compris, à partir de ce podcast a été bâtie par des Marocains. Toute cette vie a été orientée par des Marocains. Et je pense qu'en tant que migrant dans ce merveilleux pays, chacun d'entre nous va te dire qu'il a une famille marocaine qu'il a rencontrée et avec qui il y a eu des rapports qui sont développés. Moi, ça a été Youssef et Khadija. Moi, ça a été Wadi Dada. Ça a été tout ce beau monde que j'ai rencontré. Donc, à des Marocains, j'ai envie de leur demander de garder cet accueil-là, de comprendre que ceux qui sont autour d'eux, pour beaucoup, n'ont pas choisi d'être là. Cette politique de régularisation qui a duré pratiquement, c'était en 2 séquences, une régularisation massive, c'est parce que le gouvernement marocain l'avait compris, que la lutte contre l'immigration clandestine n'est pas forcément cette lutte répressive dont on entend parler tout le temps. Et il y avait ce côté humain, il fallait humaniser la lutte contre l'immigration clandestine. Et cette humanisation de la lutte, aujourd'hui, je pense que ça a été la meilleure chose. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'en parler. Quand j'ai fait une intervention sur une radio de chez moi pour parler de la politique migratoire marocaine, j'en parle avec beaucoup de fierté parce que je n'en parle pas en étant focalisé externe, je parle en focalisation zéro. Je suis le fruit de cette immigration, de cette humanisation de l'immigration. Ça ne s'est pas arrêté à une carte de séjour, ça ne s'est pas arrêté à un emploi, ça ne s'est pas arrêté à toute une société. Je suis, j'ai envie de dire, complètement dissous dans le tissu social marocain aujourd'hui. C'est un merci aux Marocains et à ceux qui ne comprennent pas. J'espère qu'ils comprendront. Eh bien, on est aussi heureux, Teddy, de vous avoir avec nous dans cette belle maison. Merci beaucoup et bonne fin d'émission.